Bienvenue pour cette deuxième conférence de la matinée. Une problématique d'optimisation et de gestion de stock dont on verra qu'en fait elle a des implications bien plus larges et avec la mise en place d'une solution sur mesure de gestion, de prévision des ventes et d'optimisation des approvisionnements et sur mesure avec l'intervention du cabinet Quantmetry. Donc d'où cette intervention croisée. Eh bien, on accueille aujourd'hui donc Anaïs Deragopian, qui est directrice supply chain du groupe Thermador, et Charles Gualando, qui est associé data et performance du cabinet Quantmetry. Je vous laisse la scène pour 45 minutes avec idéalement les dernières minutes pour répondre à d'éventuelles questions de la salle. Merci Maxime. Merci. Bonjour à tous. Donc pour vous présenter en quelques mots le groupe Thermador, c'est un groupe isérois qui est historiquement implanté à Saint-Quentin-Fallavier avec des filiales maintenant un peu de partout en France ou en Europe. Donc on est un groupe de 17 filiales commerciales spécialisé dans la distribution spécialisée en France comme à l'international d'accessoires et matériel pour la circulation des fluides, donc aussi bien dans le bâtiment que dans l'industrie. Donc nos marchés, très rapidement, comme je vous le disais, donc c'est les circuits de fluides dans le bâtiment, ce qui représente la majeure partie de notre chiffre d'affaires, 43%, les pompes domestiques, le gros outillage et les circuits de fluides dans l'industrie. Qui est le deuxième pilier en fait, de notre groupe. Et très rapidement, en quelques chiffres, donc le groupe Thermador, c'est pas loin de 700 salariés aujourd'hui, un chiffre d'affaires qui avoisine les 400 millions d'euros en 2020, avec un stock de 120 millions d'euros. Je te laisse présenter Quantmetry. Ok, bonjour à tous. Donc Quantmetry, c'est un cabinet de conseil spécialisé en intelligence artificielle et valorisation de données depuis 10 ans. Donc cabinet français, exclusivement français, complètement indépendant. Donc ça veut dire indépendant capitalistiquement, ce qui nous permet d'être complètement agnostique par rapport à des fournisseurs de technologie. Et deuxième particularité, c'est qu'on va octroyer un peu plus de 20% de notre masse salariale chaque année à de la recherche et développement. Pourquoi ? Pour être à l'état de l'art, tout simplement parce qu'en matière d'intelligence artificielle, si on ne fait pas de recherche appliquée, eh bien, ce qu'on propose à nos clients peut ne pas être à l'état de l'art. Donc, notre domaine d'intervention va de la définition et identification des gisements de valeur d'une entreprise jusqu'à une mise en œuvre d'applications sur mesure, comme ça a été le cas pour Thermador, et vous en saurez un petit peu plus tout à l'heure. Alors, en matière de supply chain, maintenant, notre offre supply chain elle se décompose en 4 grands tiroirs. Un premier tiroir, un premier sujet autour de l'optimisation de réseau. Optimisation de réseau que l'on va traiter avec un partenaire qui s'appelle une société sœur qui s'appelle cPartners, qui dispose d'un asset qui nous permet de faire des schémas directeurs, du network design sur des réseaux complexes end-to-end supply chain. Deuxième sujet dont on va parler, les sujets de prévision de la demande. Donc effectivement, il y a une grosse effervescence autour des sujets d'intelligence artificielle liés aux prévisions de vente. Et vous allez voir dans la présentation aujourd'hui qu'en fait, il y a un amalgame assez fréquent fait et opéré entre IA et machine learning, et ça ne résout pas tout. Donc on va vous expliquer pourquoi. Optimisation des appros, on va en parler tout à l'heure. Et enfin, on a une dernière activité autour de l'exécution des opérations, autour du transport et de l'entreposage. Donc, on va passer sur le contexte et les enjeux. Et finalement, pourquoi le groupe Thermador s'est lancé dans un tel projet ? Nous avions une problématique finalement assez simple, c'est que nous avions une inadéquation entre le niveau de notre stock et la demande. Alors pas systématique, mais comme vous l'avez compris, vu qu'on est un groupe spécialisé dans la distribution, notre business model, c'est d'avoir du stock pour servir nos clients et avec une promesse de J+1, J+2.
Et souvent, nous avions soit un stock surdimensionné par rapport à la demande à un instant T, soit éventuellement quelques ruptures. Donc, il fallait qu'on mette et la demande et finalement l'offre qu'on avait dans nos magasins en adéquation. Parallèlement, nous avions eu un audit en fait de nos process achats et appro qui nous avait montré que finalement nos services achats appro n'étaient pas suffisamment outillés pour prendre des décisions sur une base article qui représente plus de 100 000 références. Les causes étaient finalement assez simples aussi au niveau du diagnostic. C'est l'absence de gestion de prévision de vente. Donc on avait de très bons professionnels aux achats qui faisaient un super travail, mais sur le nombre de références, au bout d'un moment, ça a ses limites. Des règles de réappro, donc souvent manuelles et hétérogènes. Tout le monde ne travaillait pas de la même manière. Des stocks de sécurité mal dimensionnés, alors qui devaient être bien dimensionnés à un instant T, mais vu que c'était une donnée qui n'était pas revue de manière dynamique, ils finissaient par être mal dimensionnés. Et certaines données de base non mises à jour systématiquement, typiquement les délais d'appro, d'acheminement de tel ou tel fournisseur ou sur tel ou tel article. Et d'autant plus important avec la complexité conjoncturelle qu'on connaît. Voilà, donc nous avons décidé de co-concevoir et de mettre en œuvre une solution IA sur mesure, et c'est important, de gestion des prévisions et d'optimisation des approvisionnements. Ok, merci Anaïs. Alors maintenant, on va détailler le quoi, la solution. Oui. Donc, alors, pas tout de suite telle quelle, mais très rapidement, finalement, la solution est arrivée à être modélisée autour de 5 modules. Un premier module de segmentation produits et clients, donc Charles vous en parlera après, mais il était déjà important qu'on fasse ce travail-là pour être capable d'identifier finalement nos gros runners versus tout ce qui était lacunaire, par exemple, ou qui pouvait poser d'autres problématiques, ainsi qu'une segmentation client. Et ce qui a été intéressant là, au niveau de l'étude qui a été faite, c'est qu'on a eu aussi une étude croisée, c'est-à-dire quel produit chez quel client. Ensuite, nous avons bien entendu un module de gestion des prévisions à la maille. Alors, c'est une gestion des prévisions avec un horizon d'1 an, mais à la maille mensuelle et à la maille article. Avec bien sûr des modèles en fait d'apprentissage automatique différents et qui s'appliquent selon les séries temporelles qu'on a à traiter. Enfin, vous avez vous avez un module de correction en masse. Ce module de correction en masse, finalement, de correction des prévisions. Alors, quand on dit en masse, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quand on parlait de la gestion des prévisions et d'un système SNOP, on est toujours à la maille article. Et vu la conjoncture, on s'est retrouvé dans l'obligation de faire développer un module de correction en masse à la maille sous-famille, sous-sous-famille et ou famille produit par rapport à l'évolution, à la croissance et ou décroissance qu'on peut avoir sur certaines gammes et qui étaient du jamais vu dans les années précédentes. On arrive bien sûr à l'objectif qui est la recommandation d'appro fournisseur. Qui a aussi été mise en place sur mesure par rapport aux besoins métiers et donc qui pousse des suggestions d'appro révisées chaque jour. Donc tous les matins, quand l'approvisionneur arrive sur la plateforme qu'on a appelée Thermapro, il a tout un tas de suggestions d'appro qui lui sont poussées article par article. Et enfin, un module de reporting en valeur de stock, mais pas que. Ce reporting aussi nous permet d'identifier la performance de telle ou telle prévision sur tel ou tel article et donc d'ajuster le tir si on le juge nécessaire. Voilà, est-ce que j'ai tout dit à peu près? Allez. Merci Anaïs. Alors, un rapide œil sur la description technique de la solution. Derrière le sur-mesure, en fait, toute la complexité d'une solution sur mesure, c'est qu'elle soit le plus indolore, à la fois pour les utilisateurs, mais également pour l'IT qui va maintenir la solution. Puisque nous, étant un cabinet de conseil, on n'a pas vocation
à faire de la TMA sur ce type d'application, ou alors sur de la maintenance de modèles, d'algorithmes, mais c'est tout. Donc, le groupe Thermador est équipé d'un ERP générique qui s'appelle, enfin ACE maintenant, avec déjà un front qui s'appelle EasyFit, là comme vous voyez ici, adossé à une base Oracle. Ce que l'on a fait nous, c'est faire créer un schéma secondaire Oracle dans lequel l'application sur mesure elle a des droits en lecture et en écriture, alors qu'on a juste des droits en lecture dans la base Oracle, et avec un front dédié, c'est-à-dire un cockpit dédié. Et si vous voulez, il n'y a pas d'interface cockpit à cockpit. Si vous voulez, c'est que les recommandations qui vont être faites par l'application Thermapro sur mesure vont être directement exposées dans l'ERP via un back-end commun en fait. Je ne sais pas si c'est du jargon ou pas, mais toujours est-il que l'utilisateur, lui, a 2 écrans différents de travail, un écran qui lui recommande tous les jours les opérations qu'il doit faire de réappro, valider, ajuster les propositions de commandes qui sont faites, voire même aller faire de la correction de prévision le cas échéant, valider les propositions de commandes dans Thermapro et récupérer cela dans le ERP pour émettre les commandes vers les fournisseurs. D'accord ? Donc en fait, il était très important d'avoir une suggestion d'appro, mais pas une automatisation d'appro, de façon à ce que l'approvisionneur puisse s'approprier en fait les suggestions qui lui sont faites et pouvoir ajuster et corriger le tir, quoi. 2 autres exemples. Généralement, quand on parle de solutions sur mesure, ou même on va parler de CI/CD, donc en gros c'est de l'intégration en continu et du développement en continu, parce qu'on développe cette application en agile avec la méthodologie Scrum, et donc du coup on a développé une CI/CD moderne complètement automatisée sur GitLab, et on a un versionning des modèles. Vous allez voir qu'en fait il y a beaucoup de modèles très différents dans l'application qui est géré, dont le cycle de vie est géré directement sur MLflow. Donc en fait on a une application en résumé très moderne, adossée à un ERP qui, lui, est historique. Et ça fonctionne très bien. Solution sur mesure. Oui, donc la solution sur mesure pour nous était importante parce que nous avons autant de filiales finalement que de réalités marché. Donc il nous fallait vraiment une solution qui réponde à toutes les spécificités et la complexité de chacun. Et finalement, effectivement, une solution sur mesure, ça ne se passe jamais comme on le prévoit. C'est-à-dire qu'il y a la théorie au départ, on part d'un postulat et finalement, ce qu'il en ressort à la fin, qui est souvent différent, notamment avec 2 entrées importantes. La première était l'intelligibilité. C'est souvent ce qui nous a fait revoir notre position de départ. C'est-à-dire qu'il fallait que la solution soit intelligible pour les métiers, pour qu'ils puissent se l'approprier. Et le deuxième point était la performance, puisque notamment au niveau des modèles, sur certaines séries temporelles assez particulières, nous n'avions pas la performance escomptée, ce qui a nécessité d'intégrer de nouveaux modèles au fur et à mesure du projet. Je te laisse détailler. Alors, premier élément sur lequel on va soulever le capot, j'ai envie de dire, c'est la segmentation produit. Traditionnellement, il y a plusieurs manières de faire de la segmentation produit. Le clustering non supervisé est un moyen de le faire. C'est-à-dire qu'on va on va donner à manger à un algorithme qui va lui-même faire des regroupements en fonction de différents paramètres d'entrée et ce qu'il va voir dans les données. Donc c'est ce qu'on comptait faire au départ pour faire du clustering produit et client. Et on s'est aperçu que justement, pour des raisons d'intelligibilité, ce n'était pas tout à fait pertinent, d'une part, pour que les approvisionneurs puissent comprendre pourquoi on fait tel regroupement produit plutôt qu'un autre. Et deuxième élément très important, c'est que de la segmentation produit pour alimenter un outil de prévision avec des patterns de développement nécessite une certaine stabilité. Or, en fait, des algos non supervisés qui font du clustering peuvent avoir une variabilité assez importante. Et donc, du coup, ça nécessitait une certaine stabilité. Raison pour laquelle on a rebasculé sur une classification ABC XYZ, à la fois sur les produits et les clients. Donc, classification qu'on va retrouver dans tous les APS du marché, c'est assez standard. Deuxième élément, la gestion des prévisions. Alors en fait, au départ du projet,
on avait déjà imaginé stacker différents modèles. Donc là, vous voyez ici, l'IGBM GAM, c'est des modèles de machine learning, et une régression quantile qui s'apparente plus à des stats. Donc c'est des outils qui sont différents. Les 3 modèles, au départ, étaient entraînés de la même manière, avec les mêmes features. On appelle features des données qui sont qu'on appelle dans notre jargon des variables explicatives, qui vont être plus ou moins explicatives pour prévoir ce qui va se passer. Il peut y en avoir une ou un certain nombre, ou des corrélations entre elles. Et ce travail-là, on appelle ça du feature engineering. Et donc du coup, on avait un feature engineering commun pour l'intégralité de l'horizon de prévision et un par modèle. Donc en résumé, on avait identifié quelles étaient les variables influentes quand on utilise ce moteur, l'IGBM, quelles sont les données utiles pour que l'IGBM puisse prédire quelque chose d'intéressant. Et ça, on l'a fait pour les 3 modèles. Ensuite, ce qu'on s'était dit, c'est que dans une logique, vous savez, dans le domaine de la prévision, on a le prévisionniste, il a 2 actions. Soit il fait du nettoyage d'historique, soit il fait de la correction de prévision, en masse ou unitaire. Et en fait, pour le nettoyage d'historique, on s'était dit, en fait, comme ce ne sont pas des prévisionnistes, donc c'est pas le métier de faire ça, on s'était dit que c'était plus simple qu'ils aient à choisir un modèle, 1, 2 ou 3, et donc du coup, observer finalement quelle était la meilleure performance. Donc ça, c'était complètement manuel. Enfin, les corrections à la base étaient unitaires, produit par produit, et pas catégorie de produit par catégorie de produit. En fait, ça n'est que lorsque on a mis l'application, alimenté l'application avec des données de production, j'insiste, c'est pas forcément le go live de l'application, mais l'alimentation de cette application avec des données de production au jour le jour, qu'on s'est aperçu qu'on avait à la fois des problèmes de performance et des problèmes d'intelligibilité, raison pour laquelle on a un peu changé les choses en cours de route. Et donc, premier élément, c'est que vous voyez ici les modèles, on les a fait évoluer. On a utilisé une régression linéaire qui apportait beaucoup de performance et beaucoup d'intelligibilité pour certaines séries temporelles. On a rajouté un autre modèle Croston qui, lui, est un modèle stat assez adapté pour des séries lacunaires. Et en fait, tous ces modèles-là, ce que l'on a fait, c'est qu'on a fait un feature engineering à la fois par modèle, mais également par horizon de prévision. Ça veut dire qu'en fait, vous voyez ici, on a découpé notre horizon de prévision en 5, le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois, le quatrième mois, et ensuite du 5e au 12e mois. Ça n'est pas les mêmes variables qu'on utilise, les mêmes données qu'on va utiliser pour entraîner un modèle sur ces plages de temps-là. Et ça, si vous voulez, c'est hyper important, c'est d'avoir accès à non pas des données échantillonnées, mais des données de production pour pouvoir faire ce travail-là correctement. Et donc ça a permis de résoudre des problèmes de performance, de prévision, qu'on a observé que les utilisateurs nous ont remonté au fur et à mesure des cycles en agile et des démonstrations qu'on pouvait faire. Donc, cas extrêmement important, et ça, c'est vraiment l'avantage d'une solution sur mesure, c'est que à la fois, les utilisateurs peuvent s'approprier des patterns de demande dont ils n'ont pas forcément connaissance, et en même temps, nous remonter des problèmes de performance qui peuvent être critiques, quoi. Parce que quand on travaille sur des données échantillonnées, mécaniquement, il y a un biais, on ne peut pas tout voir, et on loupe des choses. OK ? Sur la pro, optimisation des appros, alors le monde de l'optimisation, c'est un monde assez vaste. Et traditionnellement, ce que l'on fait chez Quantmetry sur des problématiques d'optimisation sous contrainte, ce que l'on fait, c'est qu'on met en équation une grosse fonction de coût. Donc c'est voilà, avec beaucoup de variables et beaucoup de paramètres. Et ensuite, on va choisir un solver d'optimisation pour aller, par exemple, par descente de gradient, définir quel est le point optimum pour avoir la fonction de coût minimale. Ça, on peut l'avoir pour des délais, pour des coûts, pour tout un tas de choses. Et en fait, pour faire ça, il nous manquait certaines informations physiques dans l'entrepôt, notamment les dimensions, certaines dimensions, poids de colis, les emplacements, les dimensions des emplacements, pour vraiment avoir un système avec beaucoup de variables qu'on va donner à manger à un algorithme à un solver qui va permettre d'optimiser tout ça. Donc il nous manquait des choses. Deuxième élément,
Pour une raison d'intelligibilité et de temps de calcul également, il nous fallait quelque chose de plus simple pour que les approvisionneurs puissent, quand une suggestion leur est faite, essayer de comprendre et de découper d'où peut venir le problème entre un calcul de prévision et une recommandation d'approvisionnement. Et donc finalement, on est revenu sur un système plus traditionnel qui est un moteur de prévision qui détermine ensuite un calcul de besoin brut avec les nomenclatures produits. Et une fois qu'on a les nomenclatures produits, et ce calcul de besoin brut, on éclate ça en calcul de besoin net en comparant avec le stock projeté. Donc là, vraiment, on a le delta qui nous manque pour couvrir la demande. Et ça n'est qu'à ce moment-là qu'on fait de l'optimisation ciblée pour déterminer finalement quelles sont les bonnes quantités à approvisionner le plus tard possible pour couvrir la demande et ne pas surstocker. Et donc là, vous voyez, on a incorporé des délais fournisseurs, délais d'approvisionnement fournisseurs, les mini et les multi, les fameuses données assez critiques généralement qu'on a du mal à maintenir tous les jours. Il faut savoir qu'en fait, nous, les délais, on les recalcule. Ça veut dire qu'il y a deux cas de figure. Soit les données que vous avez dans votre base en termes de délai d'approvisionnement fournisseur sont de qualité et auquel cas où il y a des cadencements réguliers avec les fournisseurs, la donnée est de qualité. Soit ça n'est pas le cas. Et donc du coup, ce que l'on fait, c'est qu'on regarde dans le passé, sur 2 ans d'historique, quel a été le délai. Alors, c'est pas juste une moyenne, mais c'est un truc un peu plus compliqué que ça, qui permet de déterminer finalement quel est le délai calculé que le fournisseur physiquement réalise pour l'entreprise. Et donc, c'est ces vrais délais-là qu'on utilise. Voilà. Je vais parler maintenant plan projet, comment on a fait tout ça. Donc, alors, petit flashback. On a commencé, en fait, lorsque Anaïs a sollicité Quantmetry, tout de suite, on a eu le réflexe de lui dire « on ne connaît pas votre métier ». Nous, vous l'avez compris, bon, la supply chain, on connaît bien, mais on n'est pas des experts de la distribution B2B spécialisée, etc. Enfin, donc, du coup, on a besoin de s'imprégner du métier de nos clients. Et généralement, ce que l'on fait, c'est qu'on fait un cadrage flash d'une durée très courte. Là, en l'occurrence, c'était 3 semaines, dans lequel on a travaillé avec le métier pour comprendre quels étaient les process existants et les irritants, identifier le patrimoine de données qui était là, pour le coup, de qualité, parce que dans Oracle, on avait beaucoup d'historique et des données de qualité, et l'architecture technique en place. Là-dessus, ce que l'on fait, c'est qu'on fait des plans projets, différents scénarios de plans projets, pour se dire, bon bah voilà, en fonction des ambitions du métier, est-ce que vous voulez faire uniquement de la prévision sans correction? Est-ce que vous voulez corriger la prévision? Est-ce que vous voulez de la recommandation d'approvisionnement? Est-ce que vous voulez, enfin, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et on peut du coup dimensionner un projet de mise en œuvre d'application qui va être du coup plus ou moins long. Donc ça, c'est ce qu'on a fait. À l'issue de ça, donc Anaïs a choisi une certaine application avec les différents modules que vous avez vus tout à l'heure. Et donc ça, il nous a fallu un peu moins de 7 mois pour la concevoir et la mettre en production. Donc il y a eu 2 grandes phases, une phase de modélisation algorithmique d'une part et une phase d'implémentation en agile d'autre part, avant la mise en prod. Donc ça, c'est ce qu'on a fait. Si c'était à refaire, on ne ferait pas tout à fait de la même manière. Et d'ailleurs, ce projet-là en particulier nous a fait revoir notre méthodologie versionnée chez Quantmetry de mise en œuvre de produits sur mesure. Parce que, si vous voulez, l'ère d'époque est révolue et qu'aujourd'hui, finalement, on estime que tout ce qu'on a fait en modélisation nous a servi à mieux comprendre les données, certes, mais 80-90% des lignes de code qu'on a produites pendant cette phase-là a été jetable. Même si, chez Quantmetry, on a des bonnes pratiques de code et ça fait plus de 10 ans qu'on fait ça. Donc en fait, il est illusoire de croire et de penser qu'un POC peut être industrialisé. Généralement, il faut tout casser pour tout refaire. Et même si on a essayé de limiter la casse, je crois qu'on a juste repris la segmentation, mais la preuve, on l'a refaite. La pro, vous avez vu, on l'a refaite aussi. Donc tout l'enjeu, c'est d'accéder à des données de production le plus tôt possible. Et donc c'est la raison pour laquelle, si c'était à refaire, on commencerait tout de suite par développer l'application simple, avec des modèles basiques, et on la ferait évoluer avec des
Enfin, et on l'aurait fait évoluer avec du coup plus de sprints agiles de 2 semaines pour avoir plus d'insights métiers, plus de retours métiers pour faire évoluer l'application. Et voilà. Et donc du coup, dans cette grosse boîte rose que vous voyez ici, phase 2, ce que l'on fait désormais chez Quantmetry, c'est que on mutualise modélisation algorithmique et développement informatique dans les mêmes sprints agiles de développement. Et ça apporte vraiment beaucoup de valeur parce que ça permet d'avoir des applications plus abouties avec plus de résultats, plus rapidement, et c'est moins coûteux pour le client et tout le monde s'y retrouve. Autre élément, c'est le transfert de compétences. Qui dit sur mesure dit finalement, nous, on est cabinet de conseil, on n'est pas éditeur de logiciels, donc il faut opérer un transfert de compétences. Et si on a une période d'hypercare juste après la mise en prod un peu plus longue, ça permet d'autant plus aux équipes de Thermador, ça a en tout cas permis beaucoup plus... Ça a permis en tout cas à Thermador, cette phase hypercare, de mieux exploiter la solution. Et on se dit, si c'était à refaire, on aurait fait cette phase un peu plus longtemps. Voilà. Je te laisse conclure. Oui. Donc en conclusion, les divers enseignements de ce projet, alors qui n'est bien sûr pas fini parce que c'est des projets de longue haleine. Donc effectivement, l'application est live, les métiers l'utilisent, mais elle est encore à améliorer et c'est du quotidien. Donc le premier point, c'est effectivement, si on me posait la question, c'était à refaire, est-ce que tu le referais? La réponse est définitivement oui. Très clairement, dès le début du projet, dès les premiers mois, on s'est rendu compte qu'on était vraiment parti dans la bonne direction. Et on s'est félicité de ne pas avoir choisi une solution sur étagère qui nous aurait permis de faire du paramétrage, mais en tout cas, très clairement, pas autant de spécifiques que ce qu'on a fait pour nos différentes filiales. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que je vous disais en introduction, on a 17 filiales commerciales, mais en fait, le scope de ce projet au départ, on a identifié 4 filiales pilotes sur des marchés différents. Et maintenant, nous avons une planification de déploiement sur les autres filiales au fil du temps. Le deuxième point, c'est l'acculturation, parce qu'effectivement, on en parlait souvent avec Charles, mais l'intelligence artificielle ou les solutions d'apprentissage automatique, c'est pas une baguette magique. C'est-à-dire que si les données ne sont pas de qualité ne sont pas de qualité, à la sortie, vous n'avez rien de qualité non plus. Le troisième point, c'est le temps. Ça, c'est un point vraiment déterminant. C'est-à-dire que si vous vous lancez dans ce type de projet, il faut bien prendre en considération qu'il faut se laisser le temps. Il y a le temps du projet, mais il y a le temps aussi post-projet. Et ça, pour nous, en tout cas, c'était un changement de culture parce que c'est de l'itération continue au fur et à mesure de la prise en main par les métiers. On améliore, on revoit, on optimise. Enfin, il y a, je pense, un point vraiment clé qui a fait que ce projet a été une réussite, c'est la confiance qu'on a eue très rapidement avec l'équipe Quantmetry et on se disait souvent en souriant qu'on ne faisait qu'une équipe. Donc ils ont vraiment su être à l'écoute, se mettre à la portée en fait, puisque nous avions une équipe cœur projet avec finalement les approvisionneurs des différentes filiales. Donc ils ont su être à l'écoute, se mettre aussi à leur portée. Et avec beaucoup d'humilité. Donc ça a vraiment bien fonctionné et à tel point qu'on se demandait s'il ne fallait pas qu'on leur crée une adresse mail Thermador Group. Voilà, donc ça, je pense que c'est un gros élément de réussite en fait au niveau du projet. Et enfin, bien sûr, Charles en parlait, c'est le transfert de compétences vers une équipe interne. Très rapidement aussi, Charles nous a mis en garde en nous disant attention, nous après on vous lâche la main. On n'a pas vocation à rester ni dans vos murs ni à l'extérieur de vos murs pour faire la maintenance applicative. Donc il faut que vous ayez des personnes en interne qui sont en capacité de prendre la maintenance applicative en fait de Thermapro. Donc ça a mûri pendant quelques temps et finalement nous avons décidé de recruter en fait 2 personnes complémentaires au niveau de notre équipe IT. Alors les 2 personnes, je vous rassure, sont pas full-time sur le projet, mais en tout cas il y a, on va dire, les premiers temps ils étaient full-time parce qu'il y avait aussi la montée en compétences et maintenant ils sont plus aux alentours de 40 à 50% de leur temps chacun.
parce que nous sommes toujours dans des sprints de développement, avec un des 2 profils data scientist. Voilà, et chose importante, c'est pas parce qu'on fait un projet d'IA qu'on a besoin de redimensionner les infrastructures si elles sont on-premise chez vous. Nous, on n'a rien eu besoin de redimensionner parce que la solution qui a été apportée était frugale ou peut, on va dire, nécessiter des capacités computationnelles qui étaient finalement très acceptables. Merci, voilà, Anaïs. en quelques mots. Donc merci pour votre attention. Je te laisse si vous avez des questions. Ouais, je prends le relais pour d'éventuelles questions. Alors, dans les mots-clés que j'ai essayé de livrer au départ, j'ai quand même oublié celui de données. Qui n'était quand même pas le moindre dans ce projet. D'ailleurs, le titre parlait de patrimoine de données. Alors, j'ai bien compris que si on veut parler de patrimoine, on partait d'un existant patrimonial en termes de données assez plutôt de qualité. Mais un patrimoine, ça s'entretient aussi. Et notamment, si on veut s'ouvrir de nouvelles pistes d'optimisation. Qu'est-ce que vous pouvez me dire, ce patrimoine, pourquoi il était si qualitatif au départ? Et est-ce que du coup, ça a ouvert des pistes. Quel type de données on pourrait essayer de mettre en œuvre, de rafraîchir, ou est-ce que ça a soulevé des sujets de ce type? Alors pourquoi est-ce qu'on dit que c'était un patrimoine de données de qualité? Parce qu'en fait, sur les filiales pilotes que nous avions identifiées, c'était des filiales historiques au niveau du groupe, donc qui avaient toutes plus de 10 ans de données exploitables sur Oracle, avec une structuration qui était identique pour toutes les filiales. Donc ça, c'est le premier point. Et effectivement, c'était un point critique. C'est-à-dire que dès le départ, Charles nous avait dit, c'est le point d'entrée, il va falloir qu'on identifie si la qualité des données est recevable ou s'il va falloir retravailler ces données pour qu'on puisse en faire quelque chose. Le deuxième point, oui, bien sûr, ça nous a mis en évidence que sur certaines données, que ce soit les délais, que ce soit la gestion des mini-multis, qui finalement parfois correspondaient plus à un besoin entrepôt. C'est plus simple pour moi de ranger une palette que de recevoir 2 cartons et voilà. Ne correspondait pas forcément à un mini-multi du fournisseur et imposé par le fournisseur. Donc ça nous a permis de dérouler un certain nombre de pelotes et les métiers, pendant toute la phase projet, ont passé énormément de temps à revoir leurs données, à en rediscuter, à retravailler avec les fournisseurs. Donc oui, ça nous a fait prendre conscience de beaucoup de choses et aussi ce projet nous a permis de créer un certain nombre de données qui n'existaient pas jusqu'alors. Par exemple, un cas très simple que certains connaissent peut-être, mais ce projet, ce qu'on n'a pas dit, c'est que nous n'avons pas de briques, par exemple, pour la gestion des nouveaux produits. Or, nous avons un catalogue nouveaux produits qui peut être assez conséquent année après année dans les différentes filiales. Et pour y remédier, on a trouvé une échappatoire qui était de créer dans notre base de données un lien entre 2 articles. C'est-à-dire, je crée un nouvel article, j'ai la connaissance de mon catalogue antérieur et je me dis que cet article, bon an, mal an, il devrait, d'un point de vue vente, se comporter comme l'article précédent. Je crée une liaison que Thermapro récupère et donc il est capable pour le nouvel article de projeter en fait des prévisions et de pousser une suggestion d'appro. Voilà, c'est un exemple. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais je pense en tout cas que ça amène une information intéressante sur ce volet de lancement de nouveaux produits. Oui, oui, il y a d'autres exemples, par exemple sur le point de commande. En fait, on a vu, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait rajouté tout un tas de modèles. Il y a des articles de toute façon qu'on ne peut pas prévoir. Enfin, on ne peut pas prévoir une demande sur un article dont la demande est très erratique avec des faibles volumes, quand bien même cet article a beaucoup d'historique. Et il est nécessaire quelque part d'avoir en fait une fonction de chanter, pouvoir skipper en fait ce moteur de prévision avec une règle métier du point de commande. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a rajouté
Et le flag point de commande oui/non, il était à la décision, au choix de l'approvisionneur qui, lui, connaît bien ses produits. Vous voyez, c'est des petites choses qu'on va rajouter. Mais en fait, les problèmes de données, j'ai envie de dire, on en a tout le temps parce que vous allez toujours avoir des valeurs aberrantes, des valeurs manquantes. Mais ça, c'est notre boulot en tant que professionnel de la donnée, d'aller faire ce qu'on appelle du pré-traitement. Donc du pré-processing dans lequel on va faire du nettoyage, de l'enrichissement, de ces valeurs manquantes, aberrantes. On n'en a pas parlé, mais ça, on le fait toujours sur des projets d'IA, on le fait toujours. Voilà. Je vois une question. Oui, bonjour. Je vous remercie pour cette présentation très détaillée et très intéressante. J'ai une question sur le sujet du retour sur investissement. Donc vous avez évoqué que la couverture fonctionnelle de l'application avait été envisagée selon différents scénarios et que vous aviez décidé d'un de ces scénarios. Je voudrais savoir comment est-ce que vous avez pu arbitrer, donc prioriser les fonctions les plus importantes, et comment est-ce que vous avez pu convaincre de la valeur pour l'entreprise de ce projet avant de lancer le projet, et savoir s'il y a, après livraison de l'application, une mesure en fait qui doit être communiquée régulièrement, qui permet de justifier que le projet réalise bien les objectifs qu'on en attendait. Alors là, c'est pareil, il y a un avant et un après, puisque pour nous, c'était un premier projet d'IA. Donc on a appris aussi au fil du temps. Donc comme le disait Charles, il y a eu plusieurs scénarios du plus minimaliste au plus complet. C'est vrai qu'on est parti sur le plus complet. Alors on était très enthousiaste par ce que nous proposait Quantmetry. Et puis on avait surtout un besoin terrible d'outiller nos équipes achats. Le retour sur investissement, il s'est calculé effectivement scénario par scénario par rapport à ce qu'on estimait pouvoir gagner en trésorerie, donc en BFR, et notamment pour les filiales aussi, qui est un point très particulier, mais en dimensionnement de leur plateforme. Parce qu'en fait, on a tiré le trait en se disant, si on ne fait rien et qu'on continue à acheter comme on achète aujourd'hui, dans 10 ans, et encore sans connaître toutes les turbulences qu'on connaît ces dernières années, mais si on essaie de tirer le trait, dans 10 ans, certaines filiales, au niveau de leur plateforme, il faut faire x2 ou x3. Là où on est implanté, il n'y a plus de foncier aujourd'hui. C'est la première zone logistique de France et d'Europe, donc c'est très très compliqué. Donc il faut aussi bien travailler sur les moyens de stockage pour essayer de densifier, mais aussi sur comment on achète et comment on fait pour avoir le bon stock au bon moment. Donc par rapport à tous ces éléments-là, on a effectivement calculé des ROI. Et qui était sur le scénario en fait le plus global qui nous paraissait très intéressant. Mais cela dit, on a été très optimiste. C'est-à-dire qu'on est parti un peu la fleur au fusil comme un projet lambda où quand le projet est terminé, on peut calculer son ROI. Et en fait, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas pour l'instant, on sait que ça nous a apporté en termes d'aide en tout cas au métier, parce que ça ils nous le disent. Ça, y en a un dernièrement qui me dit, alors c'est très familier, mais qui me dit ça m'a sauvé les fesses sur tel produit, parce qu'effectivement ils ont tellement un portefeuille produit diversifié que sur certains produits spécifiques ils vont peut-être pas avoir connaissance qu'en fait par exemple ça s'envole, que les ventes se sont envolées depuis 2 semaines. Mais à contrario, refaire ce travail de calcul de ROI, c'est beaucoup trop tôt aujourd'hui. Donc, quand on parlait d'acculturation, c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on porte ce type de projet, il faut beaucoup expliquer au niveau des équipes métiers, mais au niveau aussi du conseil d'administration et de la direction du groupe. Pour les embarquer déjà avec soi, et on a connu des périodes un peu compliquées, et Quantmetry était, Charles était toujours très très disponible, donc ce qui a beaucoup aidé aussi pour donner aussi des arguments quand moi j'étais un petit peu à court. Donc je pense sincèrement que, voyant comment ça évolue, on pourrait recalculer peut-être un ROI dans 1 an.
Mais en plus, on joue un peu de malchance en fait sur la mise en prod finalement de ce projet, parce qu'on l'a poussé en prod, on l'a go-livé et donné dans les mains des métiers au moment où pour nous c'était la pire des situations, puisque c'était au mois de mai 2021, donc avec tous les problèmes d'appro qu'on a pu connaître, avec une croissance assez fulgurante sur certaines filiales. Donc on avait un peu toutes les étoiles désalignées pour une prise en main optimale. Donc ça prend plus de temps. Maintenant, ça commence à faire son chemin dans les esprits. Ça a été accepté. Alors on a aussi la chance, et c'est un point quand même important à préciser, nous d'être beaucoup aussi en autofinancement. Donc on n'a pas les banquiers qui frappent à la porte tous les 4 matins pour savoir si ce qu'on a fait, en fait, on avait bien le retour sur investissement. Donc on a le temps de se laisser le temps. Je vais peut-être préciser quelque chose en termes de méthodologie. Je vous rappelais le cadrage là, et les différents scénarios. En fait, le métrique de performance, il est très important de le définir à ce moment-là. Et le métrique de perf qui avait été utilisé par Anaïs et son équipe à l'époque, c'était de la valeur de stock sur CA. Il y en a d'autres maintenant, des métriques de performance, mais et ça permettait de se projeter en se disant bon bah voilà, le projet peut être amorti sous alors l'ordre de grandeur c'était 2 ans sur le scénario qui a été retenu. Donc là il est trop tôt pour mesurer un ROI. Pourquoi ? Parce que comme vous le savez mieux que moi, les stocks ça a énormément d'inertie, surtout quand vous avez surstocké à certains endroits. Écouler le stock, ça prend du temps. Donc du coup, dès qu'on touche des sujets d'optimisation de stock, il faut se laisser le temps de faire cette mesure-là. Donc voilà ce qui s'est passé. Et chose très étonnante, à l'issue de cette phase-là, on avait identifié 4 scénarios, donc du plus simple au plus complexe. Et moi, j'ai vraiment été très surpris du choix du groupe Thermador de prendre tout de suite le scénario le plus complexe. Parce que du coup je trouvais ça extrêmement ambitieux, et alors que moi je m'attendais plutôt à avoir le 2e ou le 3e, un truc un peu plus raisonnable, mais il y a un vrai engouement en fait aussi du groupe Thermador sur ce projet, qui a mis les moyens aussi de son côté en termes de jour homme, d'équipe projet, pour que ce soit une réussite aussi. Donc vous voyez, c'est une recette qui a très bien fonctionné, et il y a quelques ingrédients qu'il faut systématiquement avoir, faut pas l'oublier. Peut-être une autre et dernière question. Moi, je veux bien m'y prêter. Vous êtes rencontrés comment et à partir de quel déclic? Alors, Charles, vous avez présenté Quantmetry avec une experte en mentionnant le fait que les domaines d'application de la supply chain font désormais partie de l'offre et de votre savoir-faire. Pour autant, vous avez quand même mentionné à un moment que vous n'êtes pas un praticien de la supply chain. Donc, je suis d'autant plus curieux de savoir comment vous êtes rencontrés et ce qui a matché au finish. Alors en fait, quand je me suis attelée à ce projet-là, parce qu'effectivement il fallait qu'on fasse quelque chose, j'ai commencé à creuser un petit peu sur les différents articles, notamment scientifiques, alors beaucoup outre-Atlantique, sur ce qui se faisait et ce qui fonctionnait en fait sur ce type de projet. Et très rapidement, machine learning, IA sont 2 mots qui sont apparus. Et là, j'étais très ennuyée parce qu'effectivement, je pense que c'est le premier call qu'on a eu avec Charles où je disais finalement, les entreprises qui se disent spécialistes IA et machine learning, vu que c'est à la mode aujourd'hui, ça pousse comme des champignons. Donc, c'était mon gros problème. C'est-à-dire comment je fais, à qui je fais confiance, parce que c'est un gros projet et il ne faut pas que je parte avec n'importe qui. Alors là, j'ai eu la chance d'être conseillée par une personne de mon entourage qui est dans ce milieu-là et qui m'a poussé 2 noms. Parce qu'effectivement, étant en Isère et plutôt côté Lyon, Quantmetry sur Paris, ça paraît aussi étonnant. Donc les 2 noms qui m'ont été poussés étaient effectivement Quantmetry et un autre cabinet de conseil lyonnais.
Très rapidement, par rapport à l'ambition justement du projet, on s'est tourné vers Comptemétrie. Alors il y a une partie rationnelle, mais il y a toujours ce que je dis dans le choix, une partie irrationnelle qu'on ne sait pas expliquer. Et c'est effectivement que ça matche entre les personnes. Parce que quand on part sur un projet comme ça, il faut qu'il y ait une bonne entente un peu innée et immédiate. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. Très bien, merci. On arrive au bout de cette présentation. Merci à vous deux. Alors que ça matche de façon rationnelle ou irrationnelle, en tout cas, Comptemétrie est disponible sur son stand A31 pour tenter le match. Donc, merci bien à vous deux.